Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Ok, super. Bon, on va essayer de respecter le timing, il est 14h15 pile poil. Nous allons commencer cette table ronde sur l'hybridation des canaux. Mon nom est Franck Toinen, je suis directeur consulting chez Brain School, un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale et la relation client. Nous conseillons des entreprises de toute taille sur leur stratégie digitale, les choix technologiques, la cybersécurité, le CRM, les architectures cloud. Nous accompagnons également nos clients sur la mise en œuvre de programmes de transformation. Donc, durant ces 45 minutes, je vous ferai une rapide synthèse sur ce qu'on entend par hybridation des canaux. Puis nous passerons à la table ronde avec Benjamin et Samir qui vont se présenter dans quelques instants et nous terminerons par des questions-réponses. Alors, Benjamin et Samir, justement, je vous donne la parole quelques minutes pour vous présenter. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Benjamin Pic, je suis un des cofondateurs de Speakylink. Speakylink, nous sommes un éditeur nantais et nous éditons une solution d'assistance visuelle dédiée à l'univers des centres de contact, et notamment tout ce qui est lié aux services après-vente, ADV, services maintenance, services support et également les services d'urgence. Voilà. Bonjour tout le monde, et donc moi je suis Samir, je travaille pour Didu, je suis Chief Revenue Officer. Didu, on est une plateforme d'IA conversationnelle, ça veut dire qu'on est expert dans la compréhension du langage naturel et dans sa restitution. Ça prend notamment la forme de chatbot ou de callbot, on pourra en parler après. Et donc nous on est une société basée à Bordeaux qui a 15 ans, avec des bureaux à Paris, et comme vous l'entendez peut-être, moi j'habite à Marseille, mais voilà. Très bien, merci. J'espère que je vais arriver. On a eu un petit souci technique tout à l'heure, que je vais arriver à passer à la planche qui va bien. Très bien. Alors, quel est le contexte? Quelqu'un est tombé? Bon, ok. Quel est le contexte qui nous amène à parler aujourd'hui d'hybridation des canaux? Nous sommes confrontés à une évolution profonde des habitudes de consommation et des attentes clients. Au fil des années, les consommateurs se sont habitués à des interactions plus fluides, poussées par le haut niveau de qualité de service d'acteurs du numérique, comme Amazon par exemple, que vous connaissez tous. Durant la pandémie, le click and collect s'est fortement développé et a permis d'acheter en ligne et de récupérer sa commande en magasin. Le télétravail s'est généralisé, portant également son lot de solutions numériques, Teams, Zoom, etc. Aujourd'hui, les consommateurs souhaitent acheter en un clic et résoudre leurs problèmes au premier contact. Pour cela, ils se servent de tous les canaux à leur disposition. Les technologiques sont absolument partout, smartphones, applications mobiles, smart TV, réseaux sociaux, streaming et médias en ligne, YouTube, TikTok, Netflix, Spotify, vous ferez la liste vous-même, vous la connaissez. Plateformes de commerce en ligne ou de services, Doctolib, Blablacar, Uber, etc. Donc tout cela porté par l'avènement du cloud, l'informatique en nuage, accessible en tout lieu depuis Internet, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Cette abondance numérique a créé de nouvelles exigences de la part des consommateurs, et notamment celle de disposer de multiples points de contact avec l'entreprise. La génération Z, je suis sûr qu'il y en a dans la salle, née après l'an 2000, les digital natives peuvent utiliser jusqu'à 5 écrans simultanément. Ma fille de 16 ans est capable en même temps de chatter avec ses amis sur Discord, je suis sûr qu'il y en a qui vont sourire, regarder une vidéo YouTube et jouer en ligne, tout ça en même temps. Ils influencent fortement leurs parents dans les décisions d'achat, attendent une réponse en moins de 10 minutes, une résolution immédiate de leurs problèmes à tout moment, sur n'importe quelle plateforme technologique, et n'ont que faire des programmes de fidélisation, car ils attendent un service premium dès le premier contact. Ce sont vos clients de demain, et pour les plus âgés d'entre eux, déjà d'aujourd'hui. Enfin, le commerce est devenu global. Bon, ce n'est certes pas aujourd'hui que vous l'apprenez, mais il est aussi plus complexe parce que de plus en plus de technologies numériques sont requises. Infrastructures, applications, cybersécurité, big data, intelligence artificielle, et qu'il faut désormais parfaitement les maîtriser. C'est quasiment une question de survie, car Internet est un univers fortement concurrentiel, plus d'acteurs sur un même marché, un même produit, multitude de comparateurs en ligne,
avis de consommateur, abolition des distances, livraison en 24 heures, etc., l'expérience et la satisfaction client sont donc plus que jamais primordiales pour se différencier. Donc la stratégie commerciale d'une entreprise doit absolument tenir compte de ces éléments aujourd'hui. Pardonnez-moi, j'ai un petit temps de latence. Donc, l'objectif de l'hybridation des canaux est d'élargir la portée de l'entreprise pour offrir différentes options d'interaction aux clients. Il s'agit de l'utilisation conjointe de différents canaux traditionnels, donc téléphone, email, magasin, et numérique, chatbot, vidéo, applications mobiles, réseaux sociaux. Dans un tel modèle, offrir une expérience cohérente et unifiée d'achat ou de service sur tous les canaux est essentiel. De même que l'accessibilité à partir de tout type de device, d'équipement, smartphone, tablette, ordinateur, etc. Mais en fait, il s'agit surtout de s'adapter aux préférences de contact du client. On pourra, par extension, parler de modèle omnicanal. Les termes omnicanal et multicanal, d'ailleurs, sont souvent utilisés comme synonymes, ce qu'ils ne sont pas. Alors justement, en parlant de multicanal, de très nombreux canaux sur la gauche peuvent être disponibles, mais sans nécessairement tenir compte de la cohérence de l'expérience client d'un canal à l'autre. Les données clients ou les historiques sont parfois morcelés entre les différents canaux et les applications qui les portent, et ou sont consolidés a posteriori, donc pas toujours en temps réel, ce qui rend difficile une vue d'ensemble des interactions à l'instant T. Donc, par ailleurs, les stratégies CRM marketing, le marketing en général, sont conçues de manière indépendante pour chaque canal. J'ai en tête, par exemple, le service client d'un acteur de la grande distribution qui n'est pas informé des promotions en cours dans les magasins. Et pourquoi ? Parce que les promotions sont sur papier et sont transmises dans vos boîtes à lettres. Voilà, et que le service client n'y a pas accès. Donc, l'omnicanal, en fait, ou l'omnicanalité n'est pas que technologique, elle concerne aussi les organisations et les équipes qui gravitent autour de la relation client au sens large. Donc moi, j'aime voir l'omnicanal comme une sphère globale de tous les lieux où un consommateur peut potentiellement entrer en contact direct ou indirect avec l'entreprise. Le modèle omnicanal met davantage l'accent sur l'intégration des systèmes et des organisations qui portent les canaux. Donc, afin de créer cette expérience client homogène dont je parlais tout à l'heure, pour chaque point de contact. Le point de vue est avant tout le client et son expérience. Les canaux sont interconnectés, ce qui permet par exemple de basculer du site web en ligne sur lequel vous auriez laissé votre numéro à un rappel par WhatsApp, puis rebasculer en chat, le conseiller vous poussant des liens vers de la documentation, tout en répondant à vos questions, pour terminer par la souscription du contrat en ligne. Tout ça dans un espace-temps de 20 minutes. Là où auparavant, ça se passait peut-être sur 2-3 jours, voire plus. C'est du vécu, ça. Les interactions clients sont synchronisées en temps réel entre les différents canaux pour garantir une expérience client homogène et une vision à 360 degrés. Les données des clients sont centralisées et intégrées entre les canaux, ce qui permet notamment une analyse approfondie et une meilleure compréhension des parcours clients. Les stratégies marketing, cette fois-ci, sont conçues pour être cohérentes, personnalisées et complémentaires à travers tous les canaux. J'arrive sur la planche suivante. Voilà, ça y est. Alors, en termes d'approche, pour construire cette stratégie d'hybridation des canaux, la première étape consiste en général à comprendre comment les canaux actuels sont utilisés et quelle est leur efficacité concrète. Il faudra parallèlement à cette première étape élaborer une stratégie avec des objectifs clairement définis dont l'avancement est mesurable. Il s'agira d'augmenter la satisfaction client, le chiffre d'affaires, de réduire les coûts, etc. Et les parcours actuels et futurs devront y être décrits, notamment les canaux que vous allez ouvrir dans le futur, les canaux digitaux en particulier. En général, un socle technologique doit être mis en œuvre pour supporter l'approche omnicanale. Il s'agira par exemple d'une plateforme de CRM ou de nouvelles briques de commande et de gestion de stock, plus temps réel, quand on fait par exemple du click and collect, avec votre ERP.
d'IA générative, des chatbots ou d'outils d'analyse avancée. Donc là, on va tomber dans l'analytique, qui sont des outils indispensables pour comprendre comment fonctionne votre stratégie omnicanal et produire les indicateurs. Donc, en termes de conduite du changement, les collaborateurs et les conseillers doivent comprendre l'importance de la cohérence de l'expérience client sur tous les canaux. Ils devront être capables de fournir des réponses de qualité aux clients et d'appréhender correctement les nouveaux outils, les nouveaux processus et la nouvelle organisation, le cas échéant. Cette nouvelle organisation qui serait donc omnicanal. Avant toute généralisation, évidemment, on va éviter le Big Bang. Il est fortement recommandé de procéder à des évaluations rapides, des POC, des Proof of Concept, donc des maquettes, des pilotes dans des conditions réelles sur un sous-ensemble de l'activité, ce qui permet de recueillir les retours d'expérience des clients, mais aussi des collaborateurs. C'est essentiel pour ajuster, améliorer au fur et à mesure cette stratégie lors de sa mise en œuvre. Et puis, afin de vérifier l'atteinte des objectifs, la mise en place d'indicateurs de suivi est indispensable. Ça permet d'évaluer les impacts de la stratégie concrètement, là aussi avec des mesures, et d'effectuer les ajustements nécessaires sur les initiatives en cours. Les challenges, pour terminer, à relever sont donc à la fois sur l'omnicanal et l'hybridation des canaux, donc technologique et organisationnel, notamment l'intégration des différents systèmes informatiques qui portent les canaux, ce qui est rarement simple, le maintien de la cohérence de l'expérience client à travers tous les canaux qui induit une coordination étroite entre les équipes et bien souvent une organisation transverse. Donc, comme déjà évoqué, il faudra s'assurer que les collaborateurs comprennent les spécificités propres à chaque canal. En termes de sécurité, l'hybridation des canaux peut potentiellement accroître les risques liés notamment à la protection des données. Des informations sont partagées avec plusieurs systèmes. Elles ne l'étaient peut-être pas jusqu'à présent. Il faudra revoir les architectures de sécurité dans un contexte omnicanal pour garantir la confidentialité des données clients. Et enfin, en termes de complexité, plus de canaux égale plus de points de contact, égale une gestion des interactions plus complexe. Le suivi et le traitement des interactions doit être homogène sur tous les canaux pour maintenir une meilleure expérience globalement. Donc, retenez qu'il faut se donner de la flexibilité, à la fois sur un plan technologique et organisationnel, en ayant la feuille de route en tête, pour évoluer avec pragmatisme vers un modèle hybride, omnicanal, sans pour autant casser l'existant. Voilà, j'ai terminé. On va passer à la table ronde, si j'arrive à changer de planche. Oui, j'y arrive, voilà. Donc, Benjamin, Samir, je vous propose de vous présenter peut-être plus en détail que tout à l'heure. On l'a fait en synthèse pour avancer très vite, mais c'est quoi Speakylink? C'est quoi Didu? Je commence, ok. C'est quoi Speakylink? Donc, je disais tout à l'heure, nous sommes éditeurs d'une solution d'assistance visuelle dédiée à l'univers des centres de contact. On travaille plus particulièrement avec des centres d'appel. En fait, lorsqu'on sollicite un service client, quel qu'il soit, un service après-vente, un service ADV, un service d'urgence, etc., il existe un certain nombre de situations pour lesquelles il n'est pas toujours évident de préciser son besoin ou sa demande. Il y a 3 raisons principales à ça. La première, ça peut être un problème d'ordre de vocabulaire technique. Tout simplement, je viens d'acheter, je ne sais pas, un réfrigérateur. Voilà, je l'amène chez moi, je le mets en route et ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Je vais naturellement solliciter le service après-vente. Et là, je vais essayer d'expliquer avec mes mots, mais moi, je ne suis pas du tout technicien, que j'ai un problème avec, vous savez, le bitonio de la porte du frigo. Et bien, lorsque je vais essayer de m'exprimer vis-à-vis du conseiller client, il n'est pas évident que la personne qui reçoive cet appel sache avec exactitude ce qu'est un bitonio. Voilà. Donc là, ça c'est la première situation. Voilà, c'est un vrai problème de vocabulaire technique. Ça peut être aussi un problème lié à une situation complexe. Je sais pas, je suis technicien, j'interviens sur un chantier, je suis devant une machine sur laquelle il y a 50 compteurs et verniers. Je ne sais pas sur lesquels intervenir. Il est difficile d'appeler un service support et de dire mais si je suis devant la machine, c'est quelle manette ou quel compteur il faut que j'appuie. Non, ça c'est un peu compliqué à décrire. Et puis dans un autre cas,
Lorsque vous êtes, je ne sais pas, victime ou témoin d'un accident, vous allez solliciter les services d'urgence, par exemple, et bien la charge émotionnelle qui va suivre cet incident fera que vous n'avez pas forcément les idées claires ou les mots justes pour pouvoir décrire ce qui vient de se passer. Voilà. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on s'est dit, et si on crée une solution simple d'utilisation, une solution qui ne nécessite pas de téléchargement, un truc très très simple, qui permette en complément d'un échange téléphonique, eh bien de dire pas de problème monsieur, pas de problème madame, j'entends ce que vous me dites, vous restez surtout en ligne, je vais vous envoyer là un lien par SMS ou par email si vous êtes devant un PC ou une tablette. Vous avez juste à cliquer sur le lien et là, avec votre smartphone, avec votre tablette, vous allez montrer ce qui se passe autour de vous. Voilà. C'est vraiment compléter un échange téléphonique avec de l'assistance vidéo. Alors, en complément de cette assistance vidéo, on a d'autres fonctionnalités. On peut également faire de la prise de photos à distance, on peut partager des documents, envoyer un tuto, envoyer un mode d'emploi, partager un écran, faire de la géolocalisation, faire du paiement en ligne, etc., etc. C'est toute une gamme de fonctionnalités qui vont venir s'agréger à un appel téléphonique traditionnel. On peut également l'intégrer dans du chat, par exemple. Une personne commence un échange en chat et on peut continuer avec de l'assistance visuelle. Voilà, donc on va utiliser le device, enfin l'appareil du client, son smartphone, sa tablette, pas d'installation, de solution SaaS, et on intervient dans le domaine du service après-vente, dans le domaine de l'ADV, on travaille avec les OPH, les bailleurs sociaux, les services d'urgence, les SDIS, les SMUR. Voilà, donc là les cas d'usage sont vraiment pluriels. On intervient partout où les mots ne suffisent plus à décrire une situation et où il nous faut effectivement pouvoir mieux contextualiser pour pouvoir y répondre de manière un peu plus précise. Voilà. J'adore la signature partout où les mots ne suffisent plus. Si tu devrais mettre ça sur, sur toutes tes presses, du coup. Nous, donc Didu, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est une plateforme d'IA conversationnelle. Alors, aujourd'hui, tout le monde fait du chatbot et tout le monde, en tout cas, se prétend en faire. Donc, je vais essayer de vous expliquer en quoi on est différent. Donc, cette année, on fête nos 15 ans et nous, on est vraiment experts dans la compréhension du langage naturel. Donc, notre obsession, c'est de répondre au maximum à l'utilisateur et en parallèle de décharger les équipes support. J'ai bien dit décharger, pas remplacer, parce que souvent, il y a aussi ce fantasme de dire si je mets en place des bots. Non, l'idée, c'est de vraiment venir aider les équipes et on verra un petit peu plus tard en quoi il est essentiel d'avoir les deux solutions. Là, ce qu'il faut noter, c'est ce que l'on va proposer. Il y a plusieurs typologies. Il y a des clients qui vont nous utiliser en horaire non ouvré. Parce que le bot, il est présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et que quand le service client est fermé, les clients restent sans réponse. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, ils vont avoir des usages où ils vont être sur leur téléphone à minuit un samedi soir. Et d'un coup, ils vont être frustrés parce qu'ils n'ont pas eu un remboursement ou parce qu'ils ne savent pas où se trouve leur commande. Et plutôt que de monter de créer une escalade et d'avoir des personnes qui vont aller se plaindre, notamment sur les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux sont souvent utilisés pour la plainte. L'avantage du bot, c'est qu'il va apporter une première réponse tout de suite, puisque du coup, on propose des solutions qui sont interconnectées avec l'écosystème de la marque. Donc ça peut être connecté avec votre CRM, ça peut être connecté avec vos outils de transport. Donc ça va prendre la forme aussi bien de l'écrit et de la voix. Donc c'est ce que vous voyez derrière moi. Donc soit c'est un chatbot, soit c'est un voicebot. Le voicebot, c'est la même chose, mais en fait, vous allez le laisser sous forme de vocal. On a parlé tout à l'heure de génération Z. La génération Z n'écrit plus, elle laisse des vocaux. Donc c'est un moyen d'avoir de l'adoption, mais c'est aussi utilisé en accessibilité. Par exemple, on travaille pour EDF. EDF l'utilise en accessibilité pour les personnes malvoyantes, par exemple. Donc c'est un moyen de l'utiliser. On peut escalader donc vers un humain, c'est ce qu'on va appeler le live chat. Et donc du coup, on va essayer de répondre à toutes les demandes de niveau 1. Et si la demande devient complexe, on bascule vers un humain qui va récupérer l'information de ce qui s'est passé et on va éviter à tout prix cette frustration où on recommence pour la 14e fois à expliquer j'appelle pour tel problème. Là, tout de suite, la personne humaine qui prend le relais, elle a l'historique, elle sait pourquoi la personne appelle et idéalement, c'est intégré avec une solution où il y a sa fiche client. Et enfin, du coup, il y a la partie callbot. Et la partie callbot, c'est un peu ce que c'est soit vous pouvez l'utiliser pour éviter des taux de non décrochés ou des problèmes de débordement. Et donc d'être sûr que la personne elle a un premier niveau de réponse et elle va pouvoir exprimer son besoin, quitte à prendre un rendez-vous, puisqu'on peut faire de la prise de rendez-vous pour être appelé. Ou alors, on va pouvoir
gérer tout le niveau 1, c'est-à-dire toutes les questions du style où est ma commande, j'ai perdu mon mot de passe, je n'arrive pas à me connecter, pour que derrière les agents, quand on escalade, ils se concentrent sur des demandes à valeur ajoutée et pas en fait une bande passante sur des choses qui existent déjà en général sur votre FAQ ou dans votre écosystème, mais c'est juste que les personnes ne vont pas chercher à ces endroits-là. J'ai essayé de faire relativement... Ok, très bien. Bon, je vais vous rejoindre maintenant du coup, puisque j'étais chargé de faire dérouler les planches. Ok. Alors. Donc, quels sont aujourd'hui, vous qui avez une expérience très concrète, terrain, dans des solutions, les exigences des clients? J'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais aussi bien vous, Benjamin, que vous, Samir, sur la partie bot et Benjamin sur l'assistance visuelle, à quoi vous êtes confrontés dans vos projets aujourd'hui? Quelles sont les demandes de vos clients? Les demandes des clients, je crois que aujourd'hui, ils souhaitent que ça soit instantané. Il faut que la réponse soit la plus rapide possible. Je crois que ça, c'est la première chose. Mais je crois qu'aujourd'hui, il ne suffit plus d'être rapide. Il suffit surtout d'être efficace. C'est vrai qu'on a longtemps mis en place des dispositifs, que ça soit en téléphonie, que ça soit sur le traitement des mails. On a mis en place des KPI, des SLA. Je vous réponds sous moins de 30 secondes au téléphone. Je vous réponds sous moins de 2 heures par mail. Je vous réponds sous moins de... etc. etc. Je crois qu'aujourd'hui, ça fait partie des standards de la relation client. Aujourd'hui, les boîtes ont mis en place des solutions qui permettent de répondre à ces KPI. Mais aujourd'hui, je crois que le client, il attend un peu plus qu'une prise en charge de sa demande. Il attend surtout un traitement de sa demande. Donc ça nécessite évidemment d'être efficace, ça nécessite aussi d'être simple. Je crois que ça, aujourd'hui, je pense que les GAFAM ont permis ça. Ça fait partie peut-être des choses positives de ces GAFAM, c'est la simplicité. Il n'y a pas que des choses négatives, c'est vraiment, en tout cas, elles ont permis de rendre des choses évidentes, de rendre des choses simples. Et je crois qu'aujourd'hui, tous, en tant que consommateurs ou en tant que professionnels, on a besoin d'avoir des outils qui soient simples. Et je pense que ça, c'est une des priorités. Donc, je veux du simple, je veux de l'instantané, je veux aussi du personnalisé, naturellement. Et je veux aussi, et certainement, de l'humain. Alors, de l'humain quand il y en a besoin, peut-être. Effectivement, il y a aujourd'hui un certain nombre de questions que l'on peut poser auprès de services clients qui ne nécessitent pas forcément d'avoir une interaction avec un homme. Typiquement, je rentre de congé au mois de septembre, j'ai perdu mon mot de passe pour me connecter. Quelle est la valeur ajoutée d'une personne me répondre et m'envoyer le lien pour changer mon mot de passe? Assez limité. Voilà, mais je laisserai Samir en parler bien plus que moi. Par contre, il y a d'autres sujets sur lesquels j'ai besoin réellement d'interagir avec une personne parce que je n'ai pas forcément que besoin d'une réponse, j'ai aussi et surtout besoin d'une écoute. Voilà. Et donc, ça, je crois qu'aujourd'hui, ça fait partie des choses qu'on attend, tous en tant que consommateurs, un peu plus d'humain, beaucoup plus de personnalisation et de la rapidité. Voilà. Samir, un chatbot, c'est mieux qu'un email, c'est mieux qu'une FAQ en ligne? Alors, ta question, en vérité, c'est pas mieux. Tout à l'heure, tu parlais d'omnicanalité. Quelque part, un chatbot, c'est un canal en plus. Il n'est pas là pour remplacer. Hein. Ça, c'est souvent... D'ailleurs, c'est souvent l'erreur. Nous, on a des clients... Je vais reparler d'EDF parce que je trouve que c'est un bon exemple. EDF, en fait, si vous êtes client EDF, vous allez sur votre espace personnel. La première chose que vous allez voir en arrivant dans votre espace client, c'est télécharger ma facture ou télécharger un justificatif de domicile. C'est la demande numéro 1 qui est adressée à leur service client au téléphone. C'est la demande numéro 1 qui est adressée au bot. Et c'est la demande numéro 1 qui est lue sur les FAQ. Donc la réalité, c'est que chaque personne en face, le client, finalement, il attend quoi? Il attend d'avoir une réponse sur le canal sur lequel il est le plus à l'aise. Et c'est vraiment ça. Donc le chatbot est juste un support supplémentaire. Il enlève la frustration d'avoir besoin de rédiger sa question. Et donc en général, son impact, c'est... D'attendre, exactement. Donc l'impact que l'on va avoir, c'est ça diminue les demandes via les réseaux sociaux dans les DM, ça va diminuer le volume d'appels téléphoniques qu'il y a, mais il ne vient pas remplacer une FAQ. Souvent, il y a ce fantasme, on dit « je veux la même chose, je veux une FAQ dynamique ». Oui, on peut, et ça va être plus fun à utiliser, parce qu'une FAQ, ça reste un peu basique. Mais dans la réalité, ça n'empêchera pas les gens d'essayer d'aller utiliser la FAQ basique. Alors justement, un chatbot, ça se configure comment en fait? Comment on apprend à un chatbot à répondre aux questions des c'est une bonne question. Ou des consommateurs?
Ça dépend de la solution que vous choisissez. Un chatbot, il faut noter qu'un chatbot, il peut répondre que à ce pourquoi il a été pensé, de base. Donc, parfois, il y a des gens qui ont des frustrations. Vous pouvez demander à n'importe quel chatbot d'entreprise en quelle année est né Michael Jackson. Il n'a pas vocation à y répondre et c'est normal qu'il n'y réponde pas. Par contre, du coup, là où vous allez avoir beaucoup de choses sur le marché qui vont être décevantes, c'est que soit vous avez des solutions qui vont vous faire des parcours très fermés. Je réponds entre A et B. Ouais, mais moi, mon problème, c'est C. Ah, dommage. Soit vous allez avoir des solutions où on va essayer de vous vendre quelque chose de très complexe. Il faut 10 jours de chef de projet, et puis après, il faut aller mettre en place ça. Donc nous, par exemple, ce qu'on propose, c'est une plateforme qui a été pensée pour les métiers. Donc nous, pour le mettre en place, il n'y a pas besoin d'avoir une équipe IT, un projet, un run. Pas du tout. C'est une plateforme, on configure. Ensuite, il y a une ligne de code qu'on pose sur le site, par exemple, pour le chatbot. Et c'est live. Et ça, c'est sur toutes les modifs que vous allez faire. C'est no code, c'est ça. C'est no code, exactement. Et donc, c'est donc les métiers qui vont décider, qui vont pouvoir mettre à jour. Et après, là où ça devient, là où c'est important d'avoir de l'IA, c'est que l'IA va faire en sorte que si demain, Benjamin, tu as un problème, je ne te souhaite pas, mais du coup, tu as une fuite. Il faut qu'on soit capable de comprendre, j'ai des gouttes au plafond, j'ai une fuite d'eau, il y a un problème d'eau dans ma salle de bain, tout ça, c'est la même connaissance, entre guillemets. Ça fait appel au même process chez vous, si vous êtes un assureur. C'est là où on va intervenir, c'est-à-dire que le client, il n'a pas à se soucier des 1000 formulations qui peut y avoir. Il a juste besoin de dire, voilà, moi, j'ai un process qui fait que quand il y a une fuite d'eau, je dois envoyer vers telle manière de nous informer. Comment suit-on les performances justement de ces nouveaux canaux, Benjamin, sur l'assistance visuelle? Typiquement, est-ce que c'est différent de ce qu'on peut connaître sur les appels, sur les mails? Est-ce qu'il y a des spécificités particulières dans le suivi de la performance, dans les indicateurs? Oui, forcément. Enfin, effectivement, la façon de suivre est un petit peu différente. Tout d'abord, je crois qu'on contribue à optimiser la fameuse durée moyenne de traitement. Alors ça, c'est un indicateur qui est suivi évidemment pour toutes les personnes aujourd'hui qui gèrent des centres de relations clients, des services clients, la fameuse DMT. Donc nous, quand on commence un appel téléphonique traditionnel et parce que la situation le nécessite, on vient y agréger de la vidéo, on peut avoir ce qu'on appelle des DMC, voilà, donc des durées moyennes de conversation, des fois un peu plus longues. Mais dans les faits, la DMT, donc le temps qui va être nécessaire pour pouvoir résoudre l'incident ou le dossier, va être lui plus court. Parce qu'on va gommer derrière tout ce qui est lié déjà au temps de back-office. Quand vous avez à collecter en live tous les éléments visuels qui vous permettent de traiter la demande, eh bien, vous n'allez pas demander à votre client de vous renvoyer les éléments par mail ou je ne sais pas par quel canal. Vous allez pouvoir interagir directement et à la fin de l'appel, effectivement, clôturer, par exemple, le sinistre. Voilà. Donc, dans les indicateurs, il y a le taux de résolution dès le premier appel, il y a la durée moyenne de traitement des réponses, et puis il y a aussi des indicateurs d'ordre écologique. Quand vous évitez le déplacement d'un technicien sur le terrain parce que vous arrivez à assister votre client à distance, ou lorsque vous évitez des allers-retours de produits, l'empreinte carbone, évidemment. Ah oui, c'est l'empreinte carbone. Alors, je vais juste donner un chiffre qu'on m'a donné il n'y a pas si longtemps que ça. Le patron d'une boîte qui fait du SAV qui me dit, mais aujourd'hui, moi, dans le monde de l'informatique, qui me dit, moi, 70% du matériel que je reçois dans le cadre du SAV est 100% opérationnel. 70%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le matériel n'avait pas été bien pris en main ou bien configuré. Et aujourd'hui, la logistique est tellement bien développée, c'est tellement plus facile de renvoyer le matériel que d'essayer de prendre un peu de temps pour pouvoir le configurer. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir assister à distance des personnes va limiter effectivement ce taux de retour produit. Voilà, donc ça fait partie des indicateurs utilisés. Un chatbot, ça se mesure de plein de manières. Il y a tout ce qui est. Alors, quand on dit chatbot, j'insiste, on parle aussi de callbot. La partie téléphonique, c'est pareil. Vous pouvez le paramétrer via une plateforme, choisir à quel moment il y a des pauses, choisir la voix, choisir si la personne elle doit parler plus ou moins vite, si elle doit avoir un accent. Enfin, vraiment, on peut faire plein de choses. Et donc, ça, c'est pareil. C'est l'utilisateur de la marque qui va utiliser ça. Et donc, sur les KPI, il va y avoir. On va regarder déjà les taux de satisfaction. On va regarder si les personnes ont été satisfaites ou pas de la compréhension et de ce qu'il y a eu. On va regarder. Concrètement, c'est quoi? On donne son avis sur la proposition. Ouais, concrètement,
Dans les bots, en fait, il y a un système de notation avec un pouce. Est-ce que vous êtes satisfait? Oui, non. Et quand c'est non, on va aller creuser. Pourquoi vous n'êtes pas satisfait? Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il faut bien trier. En général, dans les non-satisfactions, il y a parfois des insatisfactions qui ne sont pas liées à la compréhension du bot, hein, mais juste à la réponse. Si pour une banque, vous dites du coup, bon, il me reste 300 € dans mon autorisation de découvert, je veux faire un achat à 400 €, est-ce que je peux? Que le bot dit non. Et je vous parle de cas précis, puisqu'on travaille avec des banques, et il y a parfois des insatisfactions qui sont liées à cette réponse-là. Donc, il va y avoir ce genre de choses. Donc, on va beaucoup regarder ça, les taux de compréhension, les taux de satisfaction. On va s'assurer qu'un bot comprend. En général, nous, on est entre 95 et 98% de compréhension. Il peut y avoir du coup 2-3% qui ne sont pas compris pour X raisons. Et puis après, surtout, en tant que service client, il faut regarder ce que ça a apporté en tant que baisse, quoi. Donc réellement, combien de demandes ont été auto-résolues? Est-ce que ça a fait diminuer les demandes entrantes sur cette partie-là? C'est surtout ça les KPI qu'il faut regarder. Et donc, en général, du coup, nos clients, c'est ça qu'ils mesurent. Alors, Benjamin, ce qui est intéressant, c'est que vous faites de la vidéo. Donc le client voit le conseiller voit le client. Est-ce que ça change un petit peu les choses, contrairement à ce qu'on peut connaître aujourd'hui au téléphone, par exemple? Est-ce qu'il faut former les conseillers justement par rapport à une posture particulière, ou alors est-ce que c'est plus ou moins transparent? On peut passer du téléphone facilement à la vidéo? Alors, ouais, juste peut-être une précision, c'est qu'on ne fait pas que de la visio. Oui. Alors, Donc le conseiller est même rarement vu, pour être transparent. C'est souvent le conseiller va proposer d'envoyer ce fameux lien pour voir ce qui se passe sur le terrain. Après, on peut aussi faire de la visio, mais dans ce cas-là, il y a des outils très bien sur le marché qui font ça. Oui, tout à fait. C'est vrai. Donc, après, non, en termes de... Alors, pour gérer en fait de l'assistance visuelle, est-ce qu'on est dans à peu près les mêmes scénarios en matière de service client, d'assistance? Est-ce que c'est la même chose, ou est-ce qu'il faut des formations spécifiques pour piloter ce genre d'interaction? Non, il ne faut pas de formation spécifique pour pouvoir piloter ça. Je crois qu'aujourd'hui, les solutions d'assistance visuelle sur le marché sont des solutions qui sont extrêmement intuitives. Elles sont aussi simples que d'utiliser un FaceTime ou d'utiliser un WhatsApp. Donc, il n'y a pas besoin de formation. Après, peut-être ce qu'il faut... Par contre, il y a peut-être des mises en garde, en tout cas des prérequis sur la posture à adopter lorsqu'on utilise ce type de solution. Effectivement, c'est pas comme faire un FaceTime avec un copain. Il y a des postures adoptées, des postures professionnelles. Et donc ça c'est plutôt au management de pouvoir effectivement accompagner de la meilleure façon possible les collaborateurs à l'utilisation de ces outils. D'accord. Samir, même question sur la partie chatbot, voicebot, IA. Est-ce qu'il faut des collaborateurs formés, des conseillers dédiés aux canaux, au canal chat, au canal voicebot, etc.? Alors oui et non. En général, du coup, c'est bien d'avoir un chef de projet, par exemple, qui va s'assurer que les connaissances soient à jour. Nous, on a des CSM qui accompagnent sur cette partie. Mais sur ce qui est conseillé, pour les conseillers, on essaye plutôt de s'intégrer à la solution existante. On travaille par exemple très bien avec une solution qui s'appelle Camo. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'utilisent. Camo, quand on escalade, le conseiller, il est toujours dans Camo, il est toujours dans son espace messagerie, et il a juste en fait l'historique de la conversation, il escalade, il a sa fiche client qui est sur le côté, sa fiche client qui va lui donner le score. Et donc l'idée, je l'ai dit en préambule, c'est qu'on pense à la fois à l'utilisateur final, donc d'améliorer l'expérience client, mais surtout de décharger les équipes support. Et décharger les équipes support, c'est faire en sorte de nous intégrer à leur écosystème versus leur ajouter un énième canal. D'ailleurs, souvent, tout à l'heure, quand tu parlais d'omnicanal, souvent, c'est ça qui fait que les marques ont voulu être très présentes sur tous les canaux. Elles sont vite revenues au téléphone et à l'email parce que en fait, les agents étaient débordés et qu'avoir le même volume de personnes qui répond à 5 canaux, ou en plus, souvent, c'est sur les 5 canaux, il y a 5 fois la même demande parce que l'utilisateur était frustré, il n'a pas eu dans les 10 minutes. Bon, mais on va essayer justement d'éviter ça et de rester dans un écosystème qui est déjà existant. Ok. Très bien. On a parlé de sécurité aussi tout à l'heure. Enfin, j'ai parlé de sécurité. Plus de canaux égale plus de vulnérabilité. Est-ce que ça se vérifie sur le terrain? Vous engagez, par exemple, quand on met en place un bot ou quand on met en place de l'assistance visuelle, est-ce qu'il y a des éléments spécifiques à adresser en termes de sécurité, de protection des données? Toujours sur sur tout ce qui est l'aspect RGPD, évidemment, encore plus très présent sur ces sujets-là,
puisque on l'a dit tout à l'heure, on va essayer d'être connecté au CRM du client, donc avoir accès à ces données. Bon, bah sur ça, du coup, nous, on travaille avec le ministère de l'Intérieur, on travaille avec des banques, on a des audits qui sont faits en externe et en interne. Donc, du coup, bon, bah, la sécurité de la donnée, c'est évidemment un vrai sujet. Alors, c'est marrant que tu parles des problèmes d'hallucination, mais ça, c'est un autre sujet, c'est plus lié à... Il y a une différence entre IA conversationnelle et IA générative. L'IA générative, c'est le fantasme, tout le monde du coup est en mode oui, ChatGPT, ChatGPT. ChatGPT, c'est 100% de l'IA générative. C'est bien parce que du coup, ça permet de répondre à la volée et de créer des réponses comme ça. La particularité que vous allez avoir, c'est, bon, en plus du fait que c'est pas RGPD, enfin en tout cas pas super, et qu'en plus derrière, vous allez pas pouvoir vous connecter à vos serveurs si vous travaillez directement avec eux, donc ça ne va pas être interconnecté au CRM. Il y a surtout cette notion de, comme tu parles, d'hallucination. Et donc vous avez tous certainement entendu parler du cas DPD la semaine dernière, où leur bot a quand même, non, en plus d'avoir insulté le client, a quand même dit « Je vous conseille de ne pas utiliser DPD qui a des très mauvaises notes ». C'est un vrai sujet, ça. Et donc, merci de poser la question. Ouais, voilà. Merci de poser la question, parce que ça, c'est un truc qui ne peut pas arriver avec nous. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas utiliser de l'IA générative en renfort, et je dis bien en renfort, mais qui va permettre plutôt de gagner du temps sur la création du bot, c'est-à-dire du coup d'imaginer les 1000 façons de poser une question, de prendre un PDF et de générer des réponses à partir de ça. Par contre, nous, on ne laisse pas faire de l'apprentissage qu'on appelle non supervisé. C'est-à-dire que du coup, on n'est pas sur... Vous êtes des marques, tous autour de cette table ronde, on va dire, enfin autour, voilà, dans la salle. Il est impossible pour une marque en fait, de prendre le risque qu'une IA prenne le dessus et invente une réponse, comme vous ne le faites pas avec vos téléconseillers, qui ont plus ou moins des scripts ou des guides qui leur permettent d'apporter plus ou moins tout le temps la même réponse. Mais c'est la même, on le pense de la même manière. C'est-à-dire que du coup, on doit contrôler ce savoir-là. Donc nous, l'IA générative, elle est là pour faciliter le travail dans la mise en place du bot. Elle peut aller chercher, si on a des questions qui ne sont pas risquées, mais tout ce qui est question risquée, les réponses sont mesurées et on s'assure que c'est 100% la même réponse qui est apportée à chaque fois. Alors oui, ça peut s'enregistrer, effectivement. Après, nous aussi, là, on a surtout apporté des réponses techniques. Là aussi, on travaille aujourd'hui avec des banques, des assureurs, mais également des professions extrêmement réglementées comme les médecins. Donc, la réponse, en fait, nous, on a travaillé sur des architectures un peu particulières sur le plan technologique, notamment ce qu'on appelle le peer-to-peer, qui permet, lorsqu'on échange une vidéo, un document ou n'importe quoi d'autre entre un client et un conseiller client, eh bien, l'information va aller d'un navigateur, celui de l'agent, vers celui du client et vice-versa, sans transiter par nos serveurs. Voilà. Donc c'est une réponse techno et ce qui nous permet de nous exonérer en fait, des problématiques liées à la confidentialité de l'information. Nous, aujourd'hui, nos serveurs permettent simplement de faire de l'aiguillage, voilà, de dire voilà ce que l'agent propose comme fonctionnalité au client, le client accepte ou refuse, donc ça, on a cette information. Mais après, ce qui a été échangé aujourd'hui, non, l'information, elle est complètement explosée, transférée dans le cloud, cryptée et recomposée sur le navigateur de l'agent et vice-versa. Donc ça, aujourd'hui, on n'est jamais, nous, destinataires de cette information, ce qui nous permet de nous exonérer, quelque part, de ces problématiques liées notamment à l'RGPD ou même aux autres... loi, je pense aux États-Unis, notamment avec la PIPEDA, voilà, de la même manière, on est complètement compatible à ça. Exactement. Et on a une particularité, pardon, je me permets d'ajouter, c'est qu'on peut s'intégrer directement chez les clients. Par exemple, nous, Société Générale, on est sur leur serveur. En interne. En interne, et c'est hébergé chez eux. Et du coup, il y a zéro risque. Exactement. Dans les il y a peu de solutions, de bots qui permettent ça. Ok. Comment mesure-t-on le retour sur investissement d'une solution d'assistance visuelle, Benjamin, ou d'un chatbot? Tu as évoqué un peu le point, Samir, tout à l'heure. On compare avec ce qu'on avait avant. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas aller un petit peu plus loin dans l'analyse? Ouais, je crois qu'on y a répondu un peu tout à l'heure déjà. Effectivement, quand on évite un aller-retour d'un technicien, économiquement, le calcul est assez rapidement fait. Quand on évite un retour produit de la même manière, quand on gagne du temps sur le traitement d'un dossier, là aussi, quand on évite aussi et surtout la réitération d'appel, lorsqu'on apporte une réponse directement à son client, eh bien, ça évitera que le client rappelle le lendemain ou dans une semaine pour savoir où en est son dossier. Donc ça, je crois que c'est les indicateurs concrets que l'on peut suivre et le retour sur investissement. J'ai des clients qui me disent que dès le deuxième jour du mois, ils ont déjà rentabilisé la solution parce qu'ils ont évité 5 sorties d'un technicien sur le terrain. Donc c'est assez rapide à mesurer. Ouais.
Et pareil pour nous, hein, Total Energy, par exemple, on gère 2500 conversations auto-gérées par le bot tous les jours. Et en plus, du coup, il y en a à peu près 1000 qui sont préqualifiés et qui escaladent. Donc lui, il estime que sur l'année, ça lui fait économiser une centaine d'agents sur des questions, encore une fois, où la réponse, elle existait dans l'écosystème. Où est ma facture? J'ai besoin de mon justif, où je dois communiquer mon PDL. Tout ce genre d'informations, c'est des informations sur lesquelles on peut avoir des process automatisés qui viennent décharger les équipes et qui évitent surtout, dans un univers très concurrentiel comme ça, où le fait de ne pas avoir de réponse, on a vite tendance à basculer et à changer de fournisseur, parce que ce n'est pas qu'une question de prix. Du coup, ça permet d'apporter ça. Donc le churn, le taux de churn est aussi un moyen de vérifier. Oui, donc ça veut dire que l'approche, ça consiste à comparer, finalement, par rapport à ce qu'on avait avant. Donc là, il y a du transfert de tâches sans valeur ajoutée, et on concentre les agents sur des tâches à valeur ajoutée versus ce que peut faire automatiquement le chatbot après mise en œuvre. C'est vraiment ça l'approche, finalement. L'approche, c'est vraiment Celle ça. la plus convaincante, en tout cas. Et c'est celle de se dire, parce qu'il y a aussi, du coup, selon la taille de vos centres de relations clients, il y a aussi des turnovers qui sont très très importants. Le but, c'est de réduire ça. Il faut aussi que la personne, elle ait le temps et elle sente le temps qu'elle a pris pour répondre à la demande d'un client et en sentant une vraie différence, versus j'ai pris 30 appels aujourd'hui sur des trucs sur lesquels il y a déjà un écosystème. Résultat, j'ai des clients qui sont encore mécontents. J'ai fini ma journée, il y a 200 tickets qui n'ont pas été traités. C'est tout ça en fait qu'on mesure. Donc le but, c'est que les 200 tickets aient été traités et que l'agent, au lieu de passer 3 minutes, il a peut-être passé 6 minutes, mais sur quelque chose sur lequel il a vraiment apporté quelque chose de différent. Bon, un dernier point, en termes de maturité de technologie, est-ce que investir sur Didu ou investir sur Speakylink, est-ce que ces technologies-là aujourd'hui sont totalement opérationnelles, fiables, matures d'un point de vue technologique, ou est-ce que ça s'intègre, par exemple, avec les solutions en place? Quand on est monocanal, par exemple, qu'on traite que des appels entrants, est-ce que ça peut fonctionner avec des solutions monocanales? Alors, oui, complètement. Alors, en tout cas, pour ce qui est de Speakylink, on s'intègre nous aujourd'hui très facilement dans des outils de gestion d'interaction client. Je crois que sur tous les standards du marché, on s'intègre aussi directement dans des outils de CRM, de ticketing, même dans des GED. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment complètement ouvert, quoi. Ok. Même chose, j'imagine, pour Didu. Ouais, exactement. Hein. Du coup, on peut s'intégrer vraiment. On peut faire pareil de la création de tickets s'il y a besoin. On peut s'interconnecter avec les agendas et faire de la prise de rendez-vous. Aussi bien du rendez-vous médical que du rendez-vous d'atelier. Enfin, vraiment toutes sortes de prises de rendez-vous. Là, on commence à travailler avec des concessions, par exemple, sur ces sujets-là. Donc, mais ça peut aussi vivre tout seul. C'est-à-dire que on peut mettre en place des solutions parce qu'on a notre propre plateforme. On peut aussi mettre en place la solution et la gérer à travers notre plateforme. Sans avoir besoin d'attendre. Parfois, il y a des clients qui disent j'ai ce besoin, mais en même temps, il faut que je change mon CRM et puis il faut que j'attende 3 ans. Non. Oui, c'est une démarche en fait itérative. C'est ce qu'on disait tout Exactement. à l'heure. Ça veut dire qu'on peut très bien commencer à faire du chatbot sans forcément l'intégrer après. tout casser. Exactement. Okay. On arrive au bout du temps imparti, Benjamin. Je suis obligé de faire timekeeper un petit peu là. Ça vient. Voilà. En termes de conclusion, puis on aura peut-être le temps de prendre une ou deux questions. Je pense grand maximum. Je vois l'heure, il est 58. Quelle est selon vous la relation client du futur? On parlait d'omnicanalité tout à l'heure. Quels sont les canaux qui vont prédominer? Est-ce qu'on va garder le téléphone? Est-ce qu'on va éliminer l'email? Est-ce qu'on va tout basculer en chatbot? Enfin voilà, tu as déjà un peu sous-entendu, Samir, tout à l'heure, que ça serait complémentaire, mais quelle est votre vision des choses en tant qu'éditeur de solutions? Oui, enfin, je pense que les canaux qu'on connaît aujourd'hui vont encore durer un petit peu. Hein. C'est parti pour durer. Alors pour des raisons aussi assez simples, hein, si aujourd'hui le téléphone et l'email restent encore des canaux privilégiés pour les clients, c'est que dans plus d'une société sur deux aujourd'hui, eh bien, un grand nombre des interactions clients sont liées à la réclamation et au service après-vente. Et donc je crois que ce sont des canaux particulièrement adaptés pour la réclamation et le service après-vente. Voilà, donc ça aujourd'hui, on a encore quelques belles années devant nous avec le téléphone, il me semble. Mais on aura de plus en plus d'hybridation, notamment entre un mix entre les canaux traditionnels et les canaux digitaux, avec les bots, avec les callbots et chatbots, et puis entre l'agrégation, comme on peut le faire nous avec la vidéo, entre des canaux traditionnels comme le téléphone avec la vidéo, ou avec le chat et la vidéo. Voilà, donc je crois qu'on va vers ça, de plus en plus de concaténation entre les canaux.
Samir, un mot rapide sur... Oui, je suis complètement d'accord. Le fantasme de dire on va tout remplacer par de l'IA, non. Et on l'a bien vu quand les marques ont essayé de le faire, ça n'a pas fonctionné. Et donc vraiment, c'est l'ensemble de tous ces canaux qui va améliorer l'expérience. Il n'y en a pas un à la place de l'autre. Ça fait 20 ans qu'on dit l'email va mourir, l'email reste un des canaux préférés. On lisait il y a 4 ans que le téléphone allait disparaître. Voilà. Et le téléphone, 60% des personnes disent qu'ils préfèrent parler. Les cas complexes. Exactement. Ok. Très bien. Je pense qu'on a terminé cette table ronde. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Alors, on peut en prendre qu'une ou deux grand maximum, je pense. On ne peut pas trop dépasser. Une question? Vous dormez? Il y a peut-être un chatbot qui a une question derrière, non? Je ne sais pas. On est présent sur ton stand. C'est quoi le numéro? On sera présent sur le stand 25 de Speaky Link si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À tout à l'heure.